Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parcours de solo. Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. Parcours de solo, c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a 1000 raisons différentes qui peuvent mener à la solo-parentalité, 1000 façons de vivre les choses et donc 1000 histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Ça fait plusieurs semaines qu'il est dans mes tiroirs, mais j'ai repris le travail à temps plein il y a 2 mois et je dois vous avouer que c'était difficile de trouver l'énergie, à la fois physique et mentale, pour m'atteler à la production d'un épisode. Mais je commence à trouver mon rythme et surtout, j'avais vraiment envie de revenir. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler avec Anna de ce qu'on peut appeler la dépression anténatale, ou plus précisément de l'état dépressif, des angoisses, des insomnies qu'elle a vécues pendant sa grossesse. Parce que quand on tombe enceinte, et a fortiori quand on a fait ce choix de la soloparentalité, et que notre parcours PMA débouche sur la grossesse tant désirée, il est parfois compliqué de réussir à dire que non, ça ne va pas, non, on n'est pas la plus heureuse du monde, et que oui, ce serait peut-être plus simple si l'avortement était encore une option. Vous allez donc entendre Anna vous raconter comment elle s'est retrouvée dans cet état, l'errance médicale et médicamenteuse à laquelle elle a dû faire face, mais aussi et surtout ce qu'elle a réussi à mettre en place pour traverser cette épreuve. J'espère de tout cœur que cet épisode sera utile. Bonne écoute! Bonjour Anna, comment tu vas? Salut Marion, ça va super. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Quand j'ai fait cet appel à témoignage au moment du lancement et que tu m'as contacté pour me dire que tu avais une histoire à raconter autour de la dépression anténatale, c'est pas que ça m'a surpris, mais j'avoue que c'était un sujet auquel j'avais pas du tout pensé. J'avais pensé à plein de sujets, dont certains qui ont déjà été abordés, mais celui-là, il m'était jamais venu en tête. Et du coup, quand j'ai regardé un petit peu les chiffres, en fait, je me suis rendu compte que c'était bien plus commun que ce que je pensais, parce qu'il y a 18% des femmes qui font une dépression légère pendant leur grossesse et entre 7 et 12% qui font une dépression sévère ou modérée. Donc en fait, c'est assez énorme. Et autant on parle énormément, enfin de plus en plus en tout cas, de la dépression postpartum, il y a beaucoup de ressources, de livres, de témoignages, de podcasts, etc. Et sur la dépression anténatale, et ben aujourd'hui, je me rends compte qu'on n'a pas grand-chose. Donc je suis très contente de pouvoir aborder ce sujet avec toi aujourd'hui. Alors, tu as probablement déjà dû écouter les autres épisodes. Si Oui, c'est pas le cas, je t'invite à le faire. c'est le cas. Du coup, comme à toutes les autres filles, je voudrais savoir, toi, dans quelle famille tu as grandi et comment tu projetais ta vie de famille. Alors, j'ai grandi dans une famille très unie, un papa, une maman qui sont toujours ensemble aujourd'hui, après 40 ans de mariage, une petite sœur de 2 ans de moins que moi, donc avec qui je m'entendais très bien. J'ai donc grandi dans l'idée qu'une famille était composée traditionnellement d'un homme, d'une femme en couple, donc hétérosexuel, avec un ou plusieurs enfants, en harmonie, et avec voilà des degrés d'implication plutôt importants dans l'éducation des enfants, j'ai eu une enfance, pour résumer, très heureuse, joyeuse, avec beaucoup d'activités à côté de l'école. Globalement, schéma assez parfait entre guillemets sur le papier. Mais disons que voilà, je me posais, pour répondre à ta question, pas vraiment la question d'avoir ou non des enfants plus tard. Pour moi, c'était une forme d'évidence, une forme de certitude. Un jour, je serai mère, et a priori, donc, ça sera le cas dans le cadre d'un couple hétérosexuel normé comme celui de mes parents finalement. Il se trouve que ma sœur a fait famille très tôt dans sa vie. Voilà, ça a contribué, on va dire, un peu à renforcer cette idée que ça serait le cas pour moi un jour, mais quand même avec peut-être une petite musique intérieure qui me disait que ça serait pas forcément pas une évidence pour moi, mais que ça serait moins évident pour elle, par exemple. Donc ça a commencé, on va dire, comme ça. Et du coup, tu dis que c'était peut-être moins évident pour toi. Qu'est-ce qui te faisait dire ça? Bah disons que je voyais bien qu'au quotidien, j'étais pas, contrairement par exemple à d'autres copines de mon âge, foncièrement passionnée par l'idée de rencontrer quelqu'un. Je voyais bien que c'était quelque chose comme une forme de rêve ultime, ou en tout cas de but visé dans la vie de beaucoup de mes copines. Et dans mon cas, je rêvais à plein d'autres choses, mais ça, c'était un petit peu, c'est effectivement pas du tout un rêve en soi, enfin, qui m'inquiétait pas vraiment, mais voilà, il y avait quand même ces petits éléments je me rendais bien compte que j'étais pas passionnée par les mêmes sujets. Et du
du coup, à quel moment t'en es arrivée à la maternité solo? Alors, il y a eu une forme de transition. Disons que les histoires dans lesquelles j'ai été n'ont pas forcément abouti à quelque chose comme une sorte d'équation, tu vois, immédiate. Moi plus un homme égale un couple égale un enfant à venir. Au fur et à mesure des années et que ces histoires se reproduisaient ou en tout cas s'écrivaient de cette façon, je me suis posé pas mal de questions. Il se trouve que j'ai suivi donc une psychanalyse pendant de nombreuses années et effectivement, à travers un peu l'angle, quel est le souci, sachant que j'étais de plus en plus certaine de mon désir d'enfant, mais j'étais de moins en moins certaine de mon désir de couple en fait. Enfin, du coup, voilà, il y avait ça, plus en fait une forme d'inadéquation entre mon fort intérieur, entre ma façon de voir les choses et le paysage de la rencontre, on va dire. Au fait, depuis toujours, je suis dans des jobs où je rencontre énormément de gens, mais ça donnait pas forcément lieu à rencontres très intéressantes. Et tout ce qui était dating app, tu vois, jeu de la rencontre entre guillemets, c'était quelque chose qui me désintéressait totalement. Et j'avais comme une forme de flemme totale d'en passer par là, et ça ne m'intéressait pas. Et, et je préférais concrètement faire autre chose de ma vie, quoi, tu vois, de mon temps, de beaucoup plus fun, des concerts, des rencontres, des voyages, des soirées entre amis. Enfin, tu vois, en gros, c'est pas, j'ai pas joué ce jeu-là, j'ai pas voulu le jouer. Voilà, il y a aussi un truc qui est important, c'est que j'étais quand même depuis toujours foncièrement indépendante, très libre, à la fois très sociable et très dans la sociabilité, et en même temps assez solitaire. Et du coup, c'était pour moi un espace de vie qui était entre guillemets difficilement partageable, un compromis que j'ai pas senti de faire. Donc, grosso modo, arrivé autour de 35 ans, entendant parler autour de moi de la préservation d'ovocytes, notamment à travers le parcours de 2 amis qui sont passés par là, qui sont allés en Espagne pour ça, je me suis intéressée effectivement à cette pratique en mode effectivement, pourquoi pas faire une réserve d'ovocytes qui me permettrait éventuellement, si cette rencontre a lieu plus tard, d'avoir accès à la PMA et de pouvoir faire un enfant. Que j'imaginais donc du coup au tout début plutôt effectivement dans le couple. Et puis pour entamer cette préservation ovocytaire, il y a des examens à faire, donc des examens de fertilité que j'ai faits. Et là, catastrophe totale, ils étaient très mauvais pour mon âge. En gros, sur le papier, c'est-à-dire les différents critères, dont la fameuse hormone antimüllérienne, qui devait donc prédire, entre guillemets, même donner une indication sur ma fertilité possible. Et ben, c'était archi mauvais. Je crois que j'étais à 0,3, un truc comme ça, à 36 ans. Donc, c'était l'équivalent, tu vois, équivalent. C'est la préménopause, quoi. Voilà, préménopause. Donc, catastrophe. Je me souviens très bien du jour en plus où j'ai lu les résultats, où je l'ai reçu, où j'étais. C'était le gros bad. Finalement, ça a été super parce que ça m'a mis en gros, ça m'a mis un gros choc. Et ce truc de l'horloge interne, ça m'est tombé dessus d'un coup. Enfin, vraiment littéralement une grosse horloge qui m'est tombée sur le coin de la gueule. Et je me suis dit, ah oui, en fait, c'est ça. C'est ça, il me reste peu de temps si je veux accéder à cette idée d'avoir un enfant. Là, il faut que je fasse cette préservation tôt, puis il faut que je me renseigne éventuellement sur d'autres options. Juste, et puis, si je peux me permettre, ouais. J'ai vécu un peu la même chose parce qu'en fait, quand moi, je me suis lancée dans la PMA direct, j'ai fait mes examens et c'est pareil, ils étaient pas très bons. Et en fait, quand la gynéco m'a dit, non, mais en fait, vous avez raison de pas tarder, j'ai eu une espèce de prise de conscience de mon horloge biologique et de ma fertilité. Ouais. Et en fait, moi, c'était pas pour ces raisons-là que je faisais un enfant toute seule, en fait. Et là, je me suis dit, ah mais merde, mais en fait, ce sujet que je ne pense pas être un sujet est en fait un sujet, quoi. Et ça fait hyper mal de le constater sur soi. On en entend parler, on nous dit, on nous met la pression pour faire des enfants, mais c'est une pression qui est plus sociétale qu'autre chose. Et en fait, on n'est pas suffisamment bien informé sur la fertilité, je trouve. Complètement, sachant que mon parcours gynécologique, entre guillemets, j'ai connu beaucoup de gynécos, et en fait, autant à chaque fois, on me foutait la pression sur voulez-vous des enfants, mais il va falloir y aller très très vite, avec un espèce de discours complètement un peu abject sur cette charge-là, et autant on m'a jamais dit, non mais donc oui, effectivement, si vous voulez faire un enfant, il faut peut-être s'en préoccuper tôt, mais il y a des solutions, il y a des choses qui existent, notamment à l'étranger, blabla, enfin c'était une espèce d'injonction et de coup près qui étaient donnés sans élément de contexte. Donc en fait, effectivement, là, ces examens m'ont permis de réfléchir. Et puis surtout, j'ai fait une rencontre virtuelle avec le groupe Maman Solo. Je ne sais pas comment je suis arrivée sur ce groupe, mais je m'en souviens très bien, c'était en décembre. Et en fait, j'ai rejoint le groupe en décembre, donc 2021, il me semble. Et en fait, je me souviens que 2020, je crois, parce que je suis allée regarder l'historique de tes publications. Ah ouais, 2020 possible. Ouais. Ah oui, tout à fait. Après 2020. Et en fait, je me souviens pendant tout ce mois je me souviens que c'était en décembre, et je me souviens que pendant un mois, j'ai tout lu. Du coup, un monde s'est ouvert à moi. Déjà, cette idée qu'il y a des parcours similaires qui pouvaient être, tu vois, enfin, en tout cas, il y a d'autres femmes qui pouvaient vivre la même chose, enfin, le même type de questionnement. Alors, autour de la préservation, mais évidemment autour de la maternité solo. Donc, c'est la première fois que j'ai entendu parler du sujet. Enfin, en tout cas, dans le détail.
Et voilà, donc pendant ce temps-là, j'ai fait ma préservation d'ovocytes. Ça s'est pas très bien passé. Enfin, j'ai eu des résultats très très mitigés. Et en fait, en parallèle, je crois que ces résultats mitigés, plus mon premier bilan qui était pas super, commençaient à me dire et pourquoi pas en fait accélérer, en tout cas rendre concret ce désir de maternité solo. D'autres l'ont très bien fait. Et finalement, je me suis rendu compte progressivement que c'était plutôt un parcours en fait, quelque chose qui était définitivement fait pour moi entre guillemets, comme si d'autres avaient mis un peu les mots sur ce que je vivais, que ça se cristallisait, ça se concrétisait et que c'était ma façon et mon chemin d'y arriver, et enfin pour y arriver, et ça faisait sens d'un coup, quoi. Donc là, tu as fait ta préservation ovocytaire, les résultats sont pas ouf, tu te dis je vais me lancer dans la PMA parce que ça me correspond et que, à vrai dire, je crois que j'ai pas trop le temps. Ouais, exactement, exactement. Et effectivement, à ce moment-là, je pensais plutôt m'orienter vers une IAD en France, via un gynéco-cryos. Et en fait, il se trouve que j'ai fait des examens aussi pas très bons c'est l'examen qui vérifie les trompes. L'hystérosalpingographie. Voilà, la fameuse hystérosalpingographie, j'ai réussi à le dire. Mot compte triple celui-là. Mot contre exactement. Et en fait, il se trouve que j'avais une des deux trompes bouchées, je crois. Et donc, la gynéco PMA qui m'avait été conseillée et que j'avais consultée à cette occasion m'a dit, en gros, c'est mort. Ne faites pas d'IAD, ça vous allez dépenser votre argent pour rien ou votre énergie. Et en fait, elle m'a dit, partez direct en FIV. Donc, je me suis renseignée. On m'a parlé d'une clinique qui est franchement super. Et j'ai eu un rendez-vous assez rapidement. Donc, ce rendez-vous a été fait en juillet et je me suis lancée. On a lancé la FIV en septembre. En gros, les résultats de cette FIV ont été très bons. Contrairement à tout ce qui avait été en France, le parcours, le traitement était différent, le suivi a été différent. J'ai récolté, on va dire, un nombre d'embryons intéressants, et puis surtout grâce au DPI, donc l'examen qui permet de screener la cohorte des embryons et de savoir en fait lesquels sont porteurs d'anomalies chromosomiques et lesquels sont entre guillemets sains. J'ai pu faire un transfert sur un embryon qui était OK, et ce premier transfert donc a marché tout de suite. En fait, je suis tombée enceinte début novembre 2021. Tout s'est enchaîné très vite pour moi. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai aussi visé juste, on va dire. Enfin, en tout cas, j'ai été bien orientée. Ça, c'est sûr. J'ai eu de la chance dans la façon dont j'ai été prise en main par cette gynéco PMA. Donc, j'ai été orientée et conseillée par elle pour le choix de cette clinique. Et ensuite, dans le choix de cette clinique, le choix de la technique et le choix du DPI, tu vois, ça a été après, je précise aussi que c'est des examens qui sont, c'est très coûteux, en fait, et que j'ai eu la chance de pouvoir mettre de l'argent pendant quelques temps pour me payer cette FIV DPI, et que, effectivement, j'ai eu la chance que ça fonctionne du premier coup, parce que ça aurait été derrière un peu compliqué financièrement d'enchaîner les transferts et ou les examens complémentaires. Donc voilà, je suis tombée enceinte en novembre. Ok, donc là, tu tombes enceinte. Comment ça se passe la découverte du test de grossesse positif? J'ai jamais voulu faire de tests. Pour moi, les tests pipi, c'était inenvisageable. C'est vraiment je pensais que j'allais m'évanouir de stress, en fait, et tout. Mais j'avais vraiment peur du test, donc j'ai attendu la prise de sang. Donc les 15 jours, je crois, usuels. Et je me souviens qu'effectivement, j'ai refresh mon mail, puisque j'ai reçu les résultats par mail pendant près d'une heure, et j'avais reçu les résultats plutôt tard, et voilà, j'étais ravie, j'étais heureuse. Donc, tu arrives à ce test de grossesse. C'est une grossesse qui est hyper voulue, sur laquelle, enfin, tu as quand même entrepris pas mal de choses pour que ça fonctionne, etc. Et donc, tu arrives et ce test de grossesse est positif. Comment se passe le premier trimestre? Et écoute, le premier trimestre se passe miraculeusement et magiquement bien. J'ai eu aucun symptôme, rien. Tu vois, je n'étais même pas fatiguée. Effectivement, il y a eu quand même un espèce d'un d'épanouissement au début du deuxième trimestre, où là, je me suis commencé à me sentir vraiment bien. Jusqu'au jour où. Voilà. Du coup, on va y arriver à ce jusque jour où. Ouais. Donc, bon, on est là pour parler notamment de la dépression anténatale. J'imagine que du coup, c'est à ce moment-là que ça commence. Comment ça se passe? Comment ça se manifeste? Alors déjà, sur le mot dépression, je tiens juste à signaler, à nuancer un petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement, on appelle ça dépression anténatale. T'as très justement parlé d'état dépressif, ou en tout cas, je pense, ou de déprime plus. Je pense que c'est assez... dépression, elle est diagnostiquée, elle est généralement cyclique, il y a un terrain, enfin, c'est quelque chose d'un peu plus, on va dire, non, pas grave, mais presque, en fait, tu vois. Donc, pour moi, je dirais que j'ai vécu voilà, un état dépressif prolongé... plus qu'une dépression, mais bon, passons. C'était une manière quand même de... Non, non, mais c'est important de mettre les bons mots sur Ouais, sur les ouais. bons phénomènes. Tout à fait. Et en fait, bah, écoute, le déclic, ça a été ça a été du jour au lendemain, donc c'est très, très marqué dans le temps. Je suis partie en vacances avec ma sœur et ses enfants, notamment mon neveu, avec qui j'ai partagé donc une chambre du Airbnb dans lequel on était. Et un soir, au moment de s'endormir, il s'endort avant moi. En gros, je n'arrive pas à m'endormir.
et je me dis, ce n'est pas possible, je ne dormirai plus jamais. C'est littéralement la phrase qui m'est venue en tête, en fait, l'entendant ronfler, l'entendant, entre guillemets, faire du bruit. Je ne sais pas s'il me dérangeait dans ma tranquillité, ma liberté, mon indépendance. Après, en gros, je me suis dit, je ne dormirai plus jamais, je ne serai plus jamais tranquille, quoi. Et effectivement, je n'ai plus dormi. Enfin, en tout cas, cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. La nuit d'après, je n'ai pas dormi encore. Là, je me suis dit, ça va être très, très compliqué. Sachant que l'insomnie, si tu veux, chez moi, était quand même l'insomnie, l'endormissement, c'était quand même un problème que j'ai eu dans ma vie de manière assez récurrente à des moments clés de ma vie, mais qui ne durait jamais très longtemps. Mais bon, il y avait quand même ce terrain d'insomniaque, on va dire, en moi. Et là, c'est revenu, mais au galop, avec une forme d'angoisse vraiment qui est montée crescendo pendant cette nuit et qui n'a fait que monter les nuits d'après et les jours d'après, jusqu'à me paralyser la journée. On a évidemment dans l'attente de cette soirée, de ces nuits dans lesquelles j'imaginais que je n'allais plus dormir. Et là, j'ai commencé à être très très mal du jour au lendemain, mais un mal vraiment, je me suis fait arrêter une dizaine de jours, pas plus, parce que j'ai trouvé assez rapidement des parades pour réussir tant bien que mal à dormir. À savoir, j'ai repris les traitements qu'on m'avait prescrits avant d'être enceinte et dont j'avais vérifié auprès de mon médecin et du CRAT, le site, donc de référence pour la prise de médicaments pour les femmes enceintes et allaitantes, je crois. Donc ce traitement était compatible visiblement, donc j'ai recommencé à le prendre, évidemment une posologie moindre. En automédication, du coup, à ce moment-là? Alors, non, parce que je n'avais plus de médicaments, donc je suis allée voir mon généraliste dans un premier temps, je lui ai demandé si ça lui paraissait OK, il a vérifié sur le CRAT, ça lui paraissait OK. Bon, concrètement, il m'a quand même demandé, en tout cas, d'essayer de poursuivre le suivi par un psychiatre, si possible spécialisé dans les questions, on va dire, de périnatalité, et il m'a laissé un peu comme ça, quoi. Donc du coup, je me suis retrouvée avec une forme, enfin, une automédication, mais non, c'était prescrit, mais avec ce médicament-là, mais quand même avec l'idée que c'était pas terrible et une grosse culpabilité, même si c'était soi-disant autorisé. Donc ça ne m'aidait pas. Enfin, disons que ça m'aidait à dormir de manière artificielle, mais ça ne calmait pas du tout les angoisses diurnes. Ça faisait que je pouvais fonctionner à nouveau, mais j'étais très mal en journée. Je me souviens vraiment avec d'espèces de boule au ventre, de rythme cardiaque qui s'accélère au fur et à mesure que les journées passaient dans cette espèce d'anticipation des soirées et des nuits. Donc c'était physiquement très dur. Mais voilà, j'ai commencé à me renseigner, me demandant si effectivement c'était normal, si d'autres vivaient ça. C'est là que j'ai lu effectivement que ces symptômes existaient, qu'ils étaient moins connus effectivement que la dépression postpartum, mais que ça existait. J'ai essayé de trouver des témoignages. Je me souviens de filles sur le groupe Facebook. Bon, j'ai vu, il y avait pas mal de choses, mais qui faisaient référence plutôt à des antidépresseurs, donc tu vois, un traitement que moi j'avais pas, qui n'était pas le cas, enfin en tout cas c'était pas ça dont il s'agissait dans mon cas. Du coup, je butais quand même face à un espèce de non-dit global sur le sujet. Ça existait, mais on ne savait pas trop où, qui, voilà. Donc il y a eu commencé pour moi une quête d'un psychiatre qui pourrait m'accompagner par une amie. J'en ai trouvé une, mais elle n'était pas spécialisée en périnatalité. C'était une très bonne psychiatre, hein, mais tu vois, j'ai pas réussi à trouver, par exemple, cette personne, en fait. Donc ça a été un premier constat, qui est que Il n'y avait pas ça dans la maternité dans laquelle tu allais accoucher? il y avait des psychologues, mais donc qui n'étaient pas habilités à prescrire. Donc Ouais, du coup, d'accord. moi, le suivi psychologique, si tu veux, je le faisais entre guillemets via ma psychanalyse. J'avais pas de problème là-dessus. Par contre, j'espérais tomber trouver la personne qui, comprenant mes symptômes et la spécificité de la situation, pouvait m'orienter vers le bon encadrement thérapeutique, qui n'était pas forcément celui que j'avais pris, tu vois, un peu par défaut, qui était celui qui suivait d'avant ma grossesse, tu vois. J'espérais tomber sur cette personne qui pouvait conjuguer un peu les deux pratiques, et normalement, en théorie, ça existe, surtout à Paris, mais impossible de tomber sur la bonne personne, ou alors il y avait de consultations où tu pouvais prendre un rendez-vous en 2024. Je me souviens avoir appelé notamment la consultation de je sais plus quel hôpital, qui était soi-disant une cellule qui suivait justement les femmes enceintes et allaitantes dans des situations d'état dépressif, etc. Mais ils m'ont dit donc des choses urgentes, parce a priori on est enceinte pendant 9 mois, l'épisode dépressif il dure quelques semaines et on te dit rendez-vous en 2025. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Enfin, donc j'ai buté quand même sur un premier constat qui était que ces profils-là étaient très difficiles à trouver, que c'était du coup dur d'en parler, de partager cette expérience et d'avoir le bon traitement, puisque c'était dur de trouver
bons spécialistes, quoi. Donc je me suis tournée aussi sur les conseils de ma psychiatre, qui c'était une cellule, enfin mindfulness, donc de méditation collective, enfin à l'hôpital Sainte-Anne, donc qui est une cellule qui est menée, qui initialement a été montée par ce psychiatre qui a popularisé, on va dire, la méditation associée à la psychiatrie en France, et qui est ce mec que tout le monde connaît, qui fait tous les podcasts. Un mec super. Bon, bref, je retrouverai le nom, mais C'est pas Christophe André? tout à fait, Christophe André. Donc, Ouais. Christophe André, merci Marion, a lancé cette cellule à Sainte-Anne, et elle a été reprise comme ça par des étudiants en psychologie et notamment des personnes qui font des thèses et qui dans ce cadre-là, tu vois, font des groupes, en tout cas de travail autour de la méditation. Donc, ça n'avait rien à voir pour le coup avec la grossesse, et rien à voir avec ce que je vivais, on va dire, précisément. Mais c'est des cours en fait qui m'ont permis de mettre en place de la méditation dans ma vie, ce qui m'a permis de descendre un peu en pression, notamment le soir où, tu vois, j'avais ce rituel qui me permettait de mieux respirer, de mieux prendre conscience de mon environnement, de mieux mettre à distance les événements. Enfin voilà, ça n'a pas été miraculeux, on va pas se mentir, mais je pense que si tu arrives à intégrer ça dans ta vie, je pense que ça change littéralement la vie. Ça peut avoir des effets vraiment thérapeutiques forts. Là, ça n'a pas été miraculeux, mais ça m'a quand même aidé. Donc j'ai un peu essayé de dégainer, tu vois, rapidement un petit arsenal thérapeutique parallèle, on va dire, pour m'aider à traverser cette période. Et puis surtout, bon, il y a des choses très importantes pour moi qui ont été le partage de cette expérience avec des amis qui ont été enceintes, par définition, des amis mamans. Et en fait, j'ai un peu ouvert la brèche en disant, mais en fait, il m'arrive ce truc-là, ça résonne en toi. Ou, enfin, voilà, je me souviens de leur conversation avec une ou deux copines, dont une qui m'a dit, mais merci de m'en parler, parce qu'en fait, je n'ai jamais trouvé la manière d'en parler à quiconque, parce que j'avais honte de cet épisode, mais j'ai eu envie de mettre fin à mes jours pendant ma grossesse, à un moment très précis. Ça a duré de mon 6e mois à mon 7e mois de grossesse. Tous les jours, je me disais, mais comment faire pour arrêter d'être enceinte, comment faire pour voilà, c'est extrêmement violent, mais enfin, je te le dis parce que du coup, c'est des pensées qui arrivent dans ces moments-là de grande fatigue et de grande angoisse. On se dit, bon, bah voilà, je suis pas capable de vivre ça comme tout le monde, c'est-à-dire sereinement. Je voyais plein de femmes qui disaient, arrive au 2e trimestre, je suis hyper en forme, le 3e trimestre c'était dur, mais là, voilà, enfin, je suis contente d'être enceinte, c'est cool et tout. Et moi, je vivais l'extrême inverse, et je me disais que peut-être ça serait plus simple de ne plus être enceinte. Évidemment, ce n'était plus possible. Et c'est, je pense, la conscience, enfin le savoir que ce n'était plus possible d'avorter ou de ne plus être enceinte, qui me paralysait encore plus, tu vois. C'était le côté, je n'avais pas le choix. Ça devait arriver, je devais aller jusqu'au bout de cette grossesse, et je comptais littéralement les jours. C'est-à-dire, je me disais, bon, allez, encore 1 jour, 2 jours, 3 jours, X jours avant l'accouchement, et voilà, j'attendais en fait la délivrance, quoi. Mais en bricolant, voilà, un mélange, en tout cas, un mélange d'accompagnement médicamenteux, on va dire, d'écoute, ces séances de méditation, de verbalisation, en tout cas du problème, auprès d'amis qui comprenaient ce que j'étais en train de vivre. Voilà, le combo, ça m'a aidé à traverser cette période. Après, c'est allé, en fait, progressivement, ça s'est éteint progressivement. Ça a quand même duré, je dirais, 2 mois et demi. Ah oui, c'est long. Ouais, de 4 mois à 6 mois et demi de grossesse. Et en fait, c'était majoré aussi, je pense que c'est important de souligner, c'était quand même majoré par le stress du travail. C'est-à-dire, en gros, l'idée que malgré cet état, il fallait que je continue à avancer, il fallait que j'assure. Et il fallait que j'assure notamment la continuité de mon travail pendant mon absence, donc en recrutant la bonne personne. Enfin, il y avait tout un enjeu pour trouver le ou la remplaçant, que du coup ces 6 mois et quelques, en tout cas que j'envisageais de prendre, se passent bien, que le retour se passe bien. Donc il y avait un stress, tu vois, supplémentaire par rapport à ça. Et je pense que plus j'avançais vers le moment du congé maternité, plus je me disais, bon, encore quelques jours, quelques semaines, et ça va passer. Et effectivement, quand je suis arrivée dans mon congé mat, voilà, tout a un peu lâché. Là, je commençais à aller mieux. J'ai eu la chance, j'ai accouché fin juillet, donc j'ai eu la chance d'avoir une fin de grossesse. Pour le coup, les dernières semaines, c'était vraiment cool, parce que j'avais une espèce de souffle comme ça, où je pouvais à nouveau faire ce que j'avais envie de faire, d'être libre comme ça, d'organiser la maison, de faire mon nid un petit peu, et en fait de me concentrer sur ces tâches-là, et puis le fait de me reposer, en tout cas de profiter, faisait que cette angoisse a disparu progressivement. Je me demandais quand même comment j'allais vivre le postpartum, puisque en fait j'avais lu que la dépression, en tout cas les états dépressifs anténatales, que ça pouvait fragiliser en fait. fragiliser, et en tout cas qu'on avait plus de chances de faire une dépression du postpartum quand on avait été fragilisé pendant sa grossesse, ce qui est complètement logique. Mais là, je fais intervenir une personne dont je n'ai pas parlé et qui a été aussi très importante pendant ma grossesse, particulièrement pendant mon accouchement et dans la gestion de mon postpartum. C'est ma doula, Eva Luna, qui est une nana super et qui m'a autant, j'avoue, pendant la période de trouble que j'ai vécu
vécu sombre, on n'avait pas une relation qui permettait que, en fait, elle m'aide concrètement, parce qu'elle est restée à l'écoute, mais c'est pas, c'est pas ce biais-là, tu vois, qui m'a particulièrement Et puis aidée. c'est pas nécessairement son rôle, ça reste. Oui, complètement. Non, mais elle aurait pu, tu vois, ça aurait pu être quelqu'un d'un, tu vois, à qui enfin, je sais pas, elle aurait pu jouer, Ou qui a enfin, un réseau et qui sait orienter et qui. Ouais, voilà. ouais, exactement, exactement. Donc, non, mais après, elle m'a pas du tout lâché, et c'était cool, mais elle m'a surtout aidé à un truc, tu vois, qui m'a tranquillisé vraiment, c'est qu'elle m'a aidé dans l'organisation de mon postpartum. Elle s'était un peu spécialisée là-dedans, et elle m'avait dit, c'est hyper important, surtout vu ta situation de solo, entre guillemets, que tu t'organises, enfin, en tout cas, tu fasses en sorte que ce postpartum, il soit le plus doux pour toi possible, d'un point de vue logistique et entourage. Et en fait, elle m'a donné des clés, même des fois très concrets. Elle m'a dit, tu peux envoyer, tu peux envoyer par exemple un petit planning à tous tes potes en te disant, voilà, cet été, vous êtes là, quand est-ce que vous êtes là, quand est-ce que vous partez en vacances, est-ce que vous envisagez de venir me voir, avec Pablo, et si vous voulez venir quand, enfin, tu vois, d'organiser vraiment concrètement cet aspect-là, d'inviter les gens à venir avec un plat de lasagne plutôt qu'avec un cadeau pour Pablo, parce que je savais qu'il allait être couvert de cadeaux quoi qu'il arrive. Et en fait, elle m'a vraiment permis, du coup, limite de manière un petit peu, tu vois, obsessionnelle, de faire ce travail-là. Et du coup, ça m'a énormément aidé, je pense, parce que j'étais archi préparée. Je pense que je me disais, ouais, ça va être horrible, ça va être dur, etc. Donc, de préparer ça m'a tranquillisée, ça m'a permis de vivre un postpartum beaucoup plus simple, je pense, beaucoup plus doux. Et effectivement, comme j'ai la chance, et elle l'a souligné à plusieurs reprises, mais je pense que c'est hyper important d'être assez entourée, même pas mal entourée, même très entourée. Donc, bah, en fait, j'ai pu mettre en place tout un système, tout un réseau. Alors évidemment, ça tombait plein mois d'août, donc beaucoup de gens étaient en vacances et tout, mais tu vois, j'ai réussi à organiser, on va dire, un système de soutien qui m'a été très bénéfique, qui a fait que non, je n'ai pas sombré entre guillemets dans la dépression du postpartum. J'ai eu, comme beaucoup de femmes, 10 jours un peu difficiles en première partie de soirée où je pleurais un peu comme ça, mécaniquement, on va dire. Ou t'appréhendes la nuit un peu parce que tu sais que les nuits sont galères. Bah oui, et en même temps, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que, tu vois, en fait, j'ai des périodes de chance comme ça qui ont entouré cette période sombre, mais disons que j'ai eu la chance d'avoir un bébé qui, les 15, enfin, ça arrive souvent, hein, mais qui, les 15 premiers jours, enfin, lui, il a pas eu ce truc confusion jour-nuit. Il dormait plutôt bien la nuit, voire il a écrasé pendant les 10 premiers jours la nuit, donc du coup, ça m'a permis déjà de me reposer. J'ai eu un accouchement facile, donc ça m'a permis aussi de pas trop souffrir, on va dire, physiquement. Et en plus de ça, j'ai voulu allaiter, ça a marché tout de suite, sans aucun, tu vois, problème. Et en fait, j'ai eu ce truc, j'ai regretté après quand ça s'est arrêté, mais des hormones magiques du sommeil, c'est-à-dire en fait j'allaitais même la nuit, je me réveillais, j'allaitais mon fils, mais je me rendormais immédiatement comme une masse entre les multiples réveils, et j'avais l'impression que les deux, même si je dormais en fractionné, une demi-heure, une heure, etc., c'était hyper réparateur. Mais vraiment, moi j'ai eu ce truc-là, donc ça a soigné, on va dire, mon angoisse du sommeil. Ça m'a aidé, tu vois, aussi à aller mieux. Mais voilà, il y a eu cette période plutôt chouette qui a du coup pas été voilà, la déclinaison, on va dire, postpartum de ma dépression, de mon état dépressif anténatal. Mais c'est vachement important, je trouve, de verbaliser, en fait, dès que il nous arrive un truc comme ça, tu vois, des choses qui sont très dans la tête et qui peuvent nous surprendre dans la violence des propos ou voilà, de ce qu'on se dit, des pensées qu'on a. Je pense que ce qui a été primordial dans mon cas, c'est de tout de suite en parler, de tout de suite dire, en fait, c'est en train de m'arriver, je flippe, j'ai un peu, alors moi c'est mon truc, tu vois, j'ai un peu alerté tout le monde, plutôt que de garder ça pour moi, de me dire, là je trouve pas, j'ai honte, ça doit être pas normal, enfin voilà. Donc effectivement, la verbalisation et la quête un peu effrénée du bon thérapeute, du bon environnement et tout, ça a fait que j'ai construit petit à petit ce cadre et tout, mais c'est vrai que ça a été important, ouais, d'en parler, ouais. Pour revenir sur l'état dépressif, est-ce que tu avais identifié que c'était des angoisses qui étaient vraiment liées directement à la maternité? Est-ce que tu t'es dit c'est peut-être hormonal? Qu'est-ce qui te passait par la tête à ce moment-là? Ouais, bah les deux en fait. Je me suis dit effectivement, je pense que le jeu hormonal, le mix hormonal de la grossesse doit pas aider parce que je sentais bien que je pétais des plombs. Enfin, tu vois que c'était un peu, il y a un côté complètement pas démesuré, mais un peu je sors de moi-même quoi. Tu vois, ça me surprend dans la vague de violence, tu vois un peu que c'est. Il y avait ça et puis effectivement, ouais, bien sûr, ça s'est transformé. Alors je sais pas si en fait c'était lié à une angoisse liée à la maternité ou si ça s'est transformé parce qu'en fait le problème de ces symptômes insomniaques sévères en fait, c'est-à-dire le pas dormir la nuit, etc.
etc., c'est que ça met dans un tel état de fatigue et de tristesse, de désespoir, qu'en fait, on en vient à douter de tout et à finalement à porter un regard noir sur tout. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le symptôme, il se nourrit de lui-même. C'est-à-dire que moins tu dors. Et il y a un truc tu vois, c'est l'angoisse de ne pas dormir qui crée l'insomnie. Enfin, c'est vraiment un truc spécifique à l'insomnie, aux insomniaques. Et du coup, j'avais l'impression que ça me dépassait, en fait, et que j'étais juste angoissée de ne pas dormir, en fait. Mais effectivement, en trame de fond, ça s'est mué en questionnement sur ma capacité à être mère et évidemment à élever cet enfant seul, même si au fond, en fait, j'ai toujours eu quand même une trame de fond où je me disais, et puis on me rappelait aussi à la raison en me disant ça, en me disant tu l'as toujours voulu, ça a été très pensé, tu es totalement capable, etc., etc. Je savais que dans le fond, j'en étais capable, mais il y avait quand même un espèce de doute, quoi, de risque où je me disais, mais en fait, c'est débile, c'est démesuré, c'est ambitieux, c'est n'importe quoi, en fait, tu vas pas y arriver parce que c'est trop dur. Parce que si tu dors pas, puis je me disais, effectivement, si tu dors pas comme ça quand ton enfant est là, l'angoisse, elle était là. Mais qu'est-ce qui va, enfin, tu vois, de gérer ça déjà pour soi-même seul, c'était difficile. Mais alors, quand t'as un bébé qui te réveille 40 fois par nuit, ça devient compliqué, quoi. Bon, en tout cas, voilà. Il y a aussi un truc, c'est que cette nuit-là, elle s'est jouée peu de temps après que j'ai senti bouger pour la première fois. Donc il y a eu un truc aussi ça j'en ai pas parlé, mais effectivement, de la grossesse devenait concrète, en fait. Concrètement, un truc avec la PMA, c'est que ça met à distance, ça a des chiffres, ça calcule. L'AMH, t'es que dans de la théorie, dans de l'abstraction, dans de la science, tu vois, les procédés scientifiques derrière ces techniques, en fait, tout est calcul, tout est matrice, tout est biologie, tout est, voilà. Et puis, en fait, une fois que t'es enceinte véritablement, bah, les premiers mois, moi, comme j'ai rien eu, je me suis dit, bon, ouais, mon ventre grossit un peu. Mais quand la grossesse, elle est devenue concrète avec le bébé qui bouge, je me suis dit, en fait, oh là là, il est là! On peut plus faire semblant qu'il n'existe pas, on peut plus revenir en arrière, on peut plus, quoi. Donc, Et oui, puis ça. en plus, on est dans un cas où on l'a vraiment beaucoup voulu, quoi. Donc, Ouais. On culpabilise, non, t'as raison de souligner ça, on culpabilise de ça, en fait. On dit qu'on n'est pas capable de pourquoi on a soulevé des montagnes. Tu vois, il y a un truc, c'est oui, un donc peu quelque part, le fait contre-intuitif. d'avoir décidé de le faire en solo vient d'une certaine façon amplifier les angoisses et la culpabilité d'être dans cet état-là, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Parce que t'as peur qu'on te réponde, bah, en fait, tu l'as voulu, c'est comme ça, assume. Quel regard tu reportes sur cette période aujourd'hui? Écoute, comme toutes les périodes de difficultés un peu psychologiques et d'état un peu voilà, étranges que j'ai traversées, je le vois aujourd'hui comme une période qui m'a permis d'avancer, enfin dire un peu de grandir, de me connaître encore davantage et puis aussi ça m'a une période qui m'a permis mine de rien de prendre comment dire, prendre acte de ma grossesse ou en tout cas de me questionner sur mon parcours. Alors de manière un peu violente, mais ça m'a permis quand même, tu vois, j'imagine aussi d'accéder, tu vois, dans ma tête progressivement au fur et à mesure que ça s'est résorbé à ce statut de mère en fait. De manière un peu violente, c'était une entrée un peu fracassante dans la maternité. J'aurais peut-être préféré que ça se passe autrement, mais j'ai quand même le sentiment que moi, voilà, pendant les périodes charnières de transition dans ma vie, il y a toujours eu ces symptômes un petit peu qui sont venus appuyer, qui sont venus me forcer à voilà, me rendre compte des choses, les verbaliser autrement, peut-être faire attention à moi davantage. Enfin, tu vois, il y a peut-être eu un espèce pas de geste manqué, mais ou de lapsus, je sais pas si on dit ça comme ça dans ces cas-là, tu vois, mais un truc qui m'a permis d'avancer à ma manière, on va dire. Donc je vois ça comme ça et j'en tire une leçon qui est toujours un peu la même et c'est vrai que ça c'est de la psychanalyse qui m'a beaucoup aidé. Hein. C'est vrai que je fais pas le jeu, enfin je suis pas l'aficionados de cette pratique, mais en tout cas moi c'est vraiment si la psychanalyse m'a aidé à une chose, c'est de verbaliser tout, enfin de beaucoup de choses dès que les choses arrivent et d'arriver à mettre en place rapidement des solutions pour régler les problèmes en fait, tu vois, et de ne pas rester à m'enfermer dans mon malheur ou dans mon blocage. Je pense que ça c'est vraiment un bénéfice énorme. Donc du coup, j'en retiens pas qu'il faut continuer. Il faut continuer à s'écouter, il faut continuer à agir dès que possible quand on sent que ça vacille, quoi. Donc voilà, mais le partage d'expérience aussi, tu vois que ça m'a forcé à faire ça aussi, et ça c'est génial, tu vois, le partage d'expérience, la sororité, la solidarité, ouais, entre femmes et entre mamans qui ont des parcours similaires ou en tout cas qui ont des choses à dire, à partager à ce sujet, tu vois, ça a toujours beaucoup aidé, et là, effectivement, dans mon parcours, ça a été salutaire, donc effectivement, si on est isolé, trouver une manière de partager cette expérience et de faire appel aux bonnes personnes, quoi. Tes ressources clés, du coup, sur ce sujet-là, si jamais on a des doutes et qu'on commence à se dire, ouh là là, il y a peut-être quelque chose qui se trame, ce serait quoi?
Bah, je pense, pour en tout cas les filles du groupe qui nous écoutent, c'est effectivement poser des questions, partager son expérience, demander à ce qu'il y ait un partage d'expérience concernant son cas sur le groupe Maman Solo par exemple. En tout cas, si on est dans cette situation, regarder autour de soi s'il y a des médecins éventuellement spécialisés dans son domaine, même si effectivement c'est pas des psychiatres, donc ils sont pas habilités à prescrire dans un premier temps. Les psychologues en général spécialistes en périnatalité connaissent des psychiatres qui le sont. Enfin, tu vois, c'est un espèce de réseau comme ça, d'aller petit à petit vers un peu ce qu'on vise. Et puis, bon, alors après, le truc du CRAD, c'est que c'est un peu... moi, je sais, je le consultais frénétiquement en me disant, voilà, là, c'est bon, je suis dans la limite, etc. Donc, c'est un site qui donne des indications, mais comme tu le dis, tu peux pas faire d'automédication pour ce genre de choses. Donc, en urgence, oui. Mais bon, l'idée, c'est quand même de te faire accompagner par des gens qui peuvent... Ouais, de trouver la bonne molécule, Ouais, etc. quoi. C'est exactement, pas... associé exactement. Mais en tout cas, il y a aussi un truc, c'est qu'il faut dédramatiser vraiment, même si c'est difficile de dire ça sans faire l'apologie d'eux, mais il faut dédramatiser la prise de médicaments pendant la grossesse. Quand j'allais très mal, hein, j'ai entendu des gens me dire, mais en fait, on peut rien faire, on peut rien prendre, tu ne peux rien prendre. C'est faux. Enfin, si t'écoutes les gens, tu peux pas prendre plus d'un Doliprane pendant ta grossesse. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Donc, je sais que beaucoup de femmes vivent des périodes similaires et c'est une véritable torture parce qu'elles pensent qu'en fait, bah oui, elles doivent subir de dormir une demi-heure par jour pendant 6 mois, alors que c'est faux. En fait, il y a des choses qui existent, des choses qui sont compatibles. Il existera toujours un cas sur 100 000, et encore, s'il est référencé, on ne dira pas que c'est compatible, donc il existe toujours des solutions, et notamment, voilà, c'est des béquilles, mais c'est les médicaments dans ces cas-là, parce qu'elles permettent à nouveau de fonctionner correctement, et même si les questions demeurent, enfin, en tout cas, mieux tu dors, tu as les idées claires, et enfin, dans mon cas, enfin, plus j'ai pu avancer, tu vois, enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi, donc il faut... De toute façon, ce truc du sommeil, c'est valable dans le cas de l'état dépressif anténatal, mais c'est aussi le cas Tout à fait. une fois que ton bébé est né, c'est tellement le nerf de la guerre, en fait, Ouais. ce manque de sommeil, ça cristallise tout. Bah, ouais, c'est le truc, c'est le sujet de conversation. Et moi, je pensais pas que ça serait aussi, alors évidemment, sensibiliser au sujet, tu vois. Mais après, voilà, on est aussi, faut aussi se dire qu'on est, sans anticiper trop la question, sans flipper trop de ça pour les femmes qui sont enceintes, tu vois, qui écoutent et qui ont peur de ça. Et on s'habitue aussi beaucoup de choses. Le corps, il est aussi très puissant. Le mental aussi. Et même si on manque de sommeil de manière chronique, on trouve des moyens, on y arrive, quoi qu'il arrive. Il y a pas de fatalité, quoi. Eh ben, merci beaucoup Anna pour ce témoignage. Je suis ravie qu'on ait pu aborder ce sujet. J'espère qu'il sera éclairant et qui permettra de libérer la parole sur ce sujet qui effectivement peut être un peu tabou. Quand on est enceinte, on est censé être hyper heureuse parce qu'on va avoir un bébé et que la vie est rose et que tout est génial. La réalité, elle est un petit peu plus complexe que ça, comme dans beaucoup de domaines. Et je trouve ça très bien de pouvoir parler de cette ambivalence et de donner des clés aux personnes concernées. Voilà. Merci beaucoup, merci à toi. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le soutenir en allant liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux et surtout, allez mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute où c'est possible, notamment sur Apple Podcast et Spotify. Si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la soloparentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite!